Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue pour ce deuxième épisode de la Story Foot. Après avoir voyagé dans les terres chaudes du Napoli et de son Vésuve en éruption, laissez-moi vous emmener dans le nord-ouest de l'Europe. Changement de climat garanti, mais croyez-moi que la ferveur y est tout autant. Dans ce nouvel épisode, vous partirez à la rencontre de l'un des plus anciens clubs du vieux continent, et que nous connaissons notamment pour ses derbys enflammés face à son rival de toujours. Car oui, comme à Liverpool, comme à Madrid et comme à Turin, le derby voit s'affronter les deux clubs d'une même ville. Mesdames et messieurs, je suis très fier de vous présenter aujourd'hui l'histoire du Celtic Glasgow. Bienvenue à Glasgow, nous sommes en 1887, et très précisément le 6 novembre. Frère Walfrid, un frère mariste irlandais, très apprécié de la population, souhaite alors pallier à deux problèmes au sein de la société écossaise. Le premier, combattre la pauvreté dans certains quartiers de Glasgow, et la seconde, aider la communauté irlandaise, alors très présente à l'époque, à s'intégrer dans la société écossaise, et ce, peu importe leur religion. C'est donc le dimanche 6 novembre 1887 que le Celtic Glasgow naît. Pourquoi Celtic, me demanderez-vous? Eh bien tout simplement pour bâtir un pont entre les deux pays celtiques que sont l'Irlande et l'Écosse. Ni une ni deux, un stade est loué dans le quartier de Parkhead et les supporters ne perdent pas une minute à se l'approprier. Vêtu de son maillot blanc à col vert, brodé d'une croix celtique verte, accompagné d'un short noir et de chaussettes vertes, c'est à ce même moment qu'apparaît en Angleterre la notion de professionnalisme dans le football, et ça, les deux entrepreneurs John Glass et Pat Welsh l'ont bien compris. Ils y voient dans le Celtic l'opportunité de bâtir un empire du football écossais. Le club bascule alors dans une autre dimension, malgré la réticence de frère Walfrid. Les bons résultats vont attirer du public, et ça les dirigeants l'ont bien remarqué. Pour eux, c'est l'opportunité de créer une compétition nationale régulière. Dès 1890, le Celtic devient l'un des membres fondateurs du championnat écossais. L'année suivante, le club remportera la prestigieuse Glasgow Cup, compétition opposant tous les clubs de la ville de Glasgow. Et l'année suivante, le Celtic remportera la Coupe d'Écosse. Cette même année qui verra s'aménager, avec l'aide de ses supporters, un nouveau Celtic Park. Les Behoys, comme on les surnomme, remporteront dans la foulée le championnat 1893, 1894 et 1896. En se professionnalisant, le club devient l'unique propriétaire de son stade dès 1897 et nomme comme entraîneur l'Irlandais Willie Maley qui décide de porter son recrutement du côté de l'Angleterre, déjà bien avancé au sujet de la professionnalisation des joueurs. Le Celtic remporte alors le championnat en 1898, puis la Coupe d'Écosse en 1899 et 1900. Mais cette politique sportive va coûter cher au club, qui décidera rapidement de se pencher sur des joueurs plus jeunes et avec qui Willie Maley pourrait faire pratiquer son jeu de passe rapide, vif et offensif. Mais qui dit jeunes joueurs dit également manque d'expérience. Mais dès 1904, le Celtic et ses jeunes Behoys, vêtus d'un nouveau maillot à rayures horizontales vertes, remportent la finale de la coupe face aux Rangers devant plus de 60 000 spectateurs. Ce succès qui marquera le début d'une période faste pour les Verts et Blancs. Entre 1905 et 1910, l'équipe des Jimmy McNamee et Patsy Gallacher vont remporter le championnat 6 fois de suite, puis la coupe à 4 reprises, une grande première pour l'époque. En 1907, le Celtic réussit le doublé Coupe Championnat, puis le triplé Coupe Championnat Glasgow Cup l'année suivante. Alors que la Première Guerre mondiale éclate, le Celtic va remporter 4 titres de champion entre 1914 et 1917, puis un autre en 1919. Cependant, la compétition est marquée par de nombreuses pertes humaines parmi les joueurs, notamment au Celtic, donnant lieu à une forte domination de ses rivaux, et notamment des Rangers. Deux nouveaux titres de champion viendront garnir l'armoire à trophées du Celtic, en 1922 et 1926, avant de connaître une disette longue de 10 saisons. Soucis sportifs et soucis financiers s'accentuent, et le coach Maley devient de plus en plus rigide sur les aspects financiers. Et pour ne rien arranger, le club subit un événement tragique, la mort de son jeune gardien John Thompson, au cours d'un derby face aux Rangers. Fin 1930, la situation du club s'améliore, notamment grâce à la grande forme de Jimmy McGorry, buteur le plus prolifique de l'histoire du football britannique, avec pas moins de 538 buts en professionnel. Suite à un nouveau conflit d'ordre financier, Willie Maley, alors à la tête de l'équipe depuis 1897, se voit poussé vers la sortie par ses dirigeants, alors que les compétitions sont interrompues par la Seconde Guerre mondiale. En 43 saisons, il aura remporté 16 championnats et 14 Coupes d'Écosse.
Suite au départ de Willie Maley, le club fait appel à Jimmy McGrosey, et ce dès 1946. Pour épauler le coach McGrosey, les dirigeants font appel à l'anglais Jimmy Hogan, le temps que les résultats s'améliorent. Dès son départ, le coach McGrosey se trouve rapidement supplanté par son président, à tel point que ce dernier va prendre l'habitude d'imposer le 11 de départ au manager. Le club ne remporte qu'une Coupe d'Écosse en 1951. 3 décennies passent et le palmarès du Celtic ne grandit pas pour autant. Cependant, la popularité du club lui vaut d'être invité à disputer la Coronation Cup en mai 1953, une compétition organisée à l'occasion du couronnement de la reine Elisabeth II. L'équipe emmenée par son nouveau capitaine Jock Stein l'emporte face aux Anglais d'Arsenal et de Manchester United avant de s'imposer en finale face à Hibernian devant 117 000 spectateurs sur le score de 2-0. Revigorés, les Boys réaliseront la saison suivante le doublé Coupe Championnat, le premier du club depuis 40 ans. Mais c'est un nouveau coup dur qui va frapper le Celtic. Début 1956, Stein subit une grave blessure et doit arrêter sa carrière. Le club retombe dans ses travers et ne remportera que la Coupe de la Ligue en 1957 et 1958. Pour la grande première de cette nouvelle compétition, le Celtic écrasera son éternel rival les Rangers sur le score de 7-1 qui donnera lieu à la célèbre chanson I'm Time in the Sun, bien connue des supporters. Le début des années 60 marque l'ultra-domination des Rangers sur le football écossais. Sur le terrain, les Celtics pratiquent un football physique et rustre techniquement. Les joueurs les plus doués, comme Pat Crerand, Bobby Collins ou Bertie Auld, partent. Le parcours européen en Coupe des vainqueurs de coupe s'arrête en demi-finale, éliminé par le MTK Budapest. Mais cette relative performance ne masque pas les résultats médiocres du club depuis de nombreuses années. Après 20 ans de bons et loyaux services, le palmarès de McGorry reste bien trop maigre. Jock Stein négociera son retour au club en tant que manager en mars 1965. Il remportera dans la foulée une Coupe d'Écosse face à Dunfermline et remportera de nouveau un championnat après 12 ans de disette, notamment grâce au recrutement de Joe McBride et le retour au club de Bertie Auld. Par ailleurs, le Celtic se hissera jusqu'en demi-finale de la Coupe des Coupes et sera éliminé de justesse par Liverpool lors de la saison 1965-1966. Nous allons maintenant aborder la saison 1966-1967. Pourquoi spécifiquement cette saison-là? Eh bien parce qu'encore aujourd'hui, elle représente la plus belle de l'histoire du club. Championnat, Coupe d'Écosse, Coupe de la Ligue et Glasgow Cup, le Celtic raflera toutes les compétitions qu'il aura disputées. Et sur la scène européenne alors, me direz-vous? Eh bien les coéquipiers de Billy McNeill vont également briller en écartant facilement le FC Zurich et le FC Nantes, puis les Yougoslaves de Vojvodina en quart de finale grâce notamment à un but décisif de McNeill à Glasgow lors du match retour, et enfin le Dukla Prague en demi-finale. La finale les opposera au double tenant du titre et grand favori des observateurs, l'Inter de Milan. Après l'ouverture du score des Italiens, les Écossais parviennent à renverser la vapeur grâce à Tommy Gemmell et Stevie Chalmers. Le Celtic devient alors le premier club britannique à remporter la Coupe des clubs champions, mais également la première équipe à remporter la plus prestigieuse des compétitions européennes, ainsi que son championnat et sa Coupe nationale. La saison suivante, les hommes de Stein s'inclinent dès le premier tour de la Coupe d'Europe 1967-1968 face au Dynamo Kiev, mais cela n'empêche pas le Celtic d'écraser la concurrence en Écosse en remportant 9 championnats consécutifs de 1966 à 1974. 1970 arrive et cette année-là, le Celtic disputera une nouvelle finale européenne après avoir battu le Benfica en 8e, la Fiorentina en quart et Leeds en demi devant 136 500 spectateurs, record d'affluence pour un match européen. Mais le parcours des Écossais s'arrêtera face au Feyenoord Rotterdam après des prolongations de manière assez logique sur le score de 2-1. En 1972, le Celtic retrouvera l'Inter en demi-finale de la compétition, qui prendra sa revanche. Puis en 1974, les Écossais atteindront pour la 4e fois les demi-finales de la C1, cette fois-ci face à l'Atlético de Madrid, mais ce seront les Espagnols qui accéderont à la finale après un match retour dans un stade bouillant. Cette défaite sonnera la fin des ambitions européennes de Jock Stein, très affecté par les épreuves traversées depuis le début des années 70. En effet, janvier 1971 aura lieu le désastre d'Ibrox, provoquant la mort de 66 personnes lors du son de confiance. Des problèmes de santé viendront s'ajouter à la peine du coach, qui l'oblige à se mettre en retrait quelque temps. Nouveau doublé Coupe Championnat en 1976, malgré la perte de l'enthousiasme de son coach, victime d'un accident de la route l'année précédente. Mais un problème de taille vient se dresser face au coach écossais, le souhait de départ de son maître à jouer, Kenny Dalglish. Pour sa dernière saison, Stein ne fera pas mieux qu'une modeste 5e place. Il sera remplacé par son ancien capitaine, Billy McNeill. Au total, ce seront pas moins de 25 trophées remportés en 13 saisons pour le club écossais.
Avec une équipe en bout de souffle, Billy McNeill parvient tout de même à arracher un nouveau titre de champion en 1978, au nez et à la barbe des Rangers, et nourrit quelques ambitions en Coupe d'Europe, mais s'incline en quart de finale de C1 sur le terrain du Real de Madrid. La fin de saison n'est pas des plus joyeuses, puisque Aberdeen deviendra champion, et malgré une victoire en finale de la Coupe d'Écosse face aux Rangers, nous retiendrons malheureusement les combats entre supporters provoquant l'arrestation de 210 personnes. D'ailleurs, c'est suite à cet épisode que les politiques décideront d'interdire l'alcool dans les stades. 1981 et 1982 seront le symbole de 2 victoires en championnat ainsi que d'une Coupe de la Ligue, et ce malgré l'arrivée au sommet du football écossais de 2 clubs, Dundee United et Aberdeen, dirigés notamment par le jeune Alex Ferguson. Malgré de bons résultats, les relations entre McNeill et ses dirigeants se font difficiles, ces derniers faisant preuve d'un manque d'ambition, notamment dans le cas du transfert du jeune prodige Charlie Nicholas à Arsenal en 1983, qui provoquera le départ du coach écossais. La saison suivante, les hommes de High feront face à la montée en puissance des Rangers et des forts moyens financiers de ces derniers. Longtemps en tête du championnat, le Celtic et son attaquant Brian McClair, qui terminera meilleur buteur, craque au printemps et laisse son rival remporter le titre. Le nouveau président John McGinn décide de se séparer de David High pour permettre le retour de Billy McNeill. La saison 1987-1988 marquera les 100 ans du club et pour cette occasion, McNeill obtiendra les moyens de renforcer sensiblement son équipe. Portés par l'enthousiasme de cet anniversaire, les Boys réaliseront un doublé Coupe-Championnat avec une série de 31 matchs sans défaite. Mais la saison suivante est beaucoup plus difficile. Distancé par les Rangers en championnat, la victoire en Coupe d'Écosse marquera la fin des années dorées du Celtic, qui va petit à petit s'enfoncer dans une grave crise financière. De faibles résultats et donc une affluence en chute libre au Celtic Park creuseront encore plus le déficit du club. À l'été 91, McNeill partira du club, laissant sa place à l'Irlandais Liam Brady. Fort de son inexpérience, Brady ne parviendra pas à prendre la mesure du club et de ses querelles d'ego. Beaucoup de moyens déployés pour trop peu de résultats conduiront Brady vers la sortie après 2 années, remplacé par un ancien Boys, Lou Macari. Et vous savez quoi? Eh bien cela ne change rien. Et l'affluence du Celtic Park s'effondre, avec parfois moins de 15 000 spectateurs. Et comme si cela ne suffisait pas, le 3 mars 1994, la banque informe la direction que le club va devoir déposer le bilan. Le lendemain, les actionnaires vendent leur part majoritaire à Fergus McCann, homme d'affaires canadien. Immigré écossais ayant fait fortune au Canada, Fergus McCann est avant tout un fervent supporter du Celtic, en contact avec les dirigeants depuis plusieurs années. Lui et ses associés investissent plusieurs millions de livres et se donnent 5 ans pour rétablir les situations du club. Ces investissements et ces placements permettent de lancer la reconstruction du Celtic Park, dont la capacité va passer de 35 000 places, essentiellement debout, à plus de 60 000 places assises. Soutenu par son public depuis ses premières heures, ce dernier aura su répondre présent dans les moments les plus compliqués du club. Un passé historique, mais un club qui vous marque, en démontre le nombre de joueurs du Celtic devenus par la suite entraîneurs de leur propre club. Le Celtic est aussi un club qui aura vu passer d'excellents joueurs, toute époque confondue. De Neil Lennon en passant par l'actuel lyonnais Moussa Dembélé, sans oublier la légende du club, le suédois Henrik Larsson. 6 ans. Le successeur de Dalglish sera donc Martin O'Neill pour la saison suivante. Ce dernier obtiendra des moyens importants. Cela se confirmera en début de... Burns n'est pas reconduit en 1997 et McCann décide de répartir les responsabilités du manager entre un entraîneur néerlandais Wim Jansen et un directeur sportif, le journaliste Jock Brown. Entre-temps, le Celtic verra l'arrivée de l'une de ses futures stars, le suédois Henrik Larsson, en provenance de Feyenoord. Le recrutement réussi et la nouvelle rigueur tactique imposée permettent au Celtic de remporter la Coupe de la Ligue puis le championnat en 1998, empêchant au passage les Rangers de remporter un 10e titre de champion consécutif. Malgré ces 2 nouveaux titres, les relations entre Jansen et Brown conduisent au départ des 2 hommes une fois la saison terminée. Jansen est remplacé par le Slovaque Josef Vanglos. La saison suivante donnera lieu à un Old Firm décisif et électrique disputé au Celtic Park. Le match va dégénérer, l'arbitre de la rencontre Hugh Dallas est blessé suite à un jet de pièces depuis une tribune et 3 joueurs sont expulsés. Battu 3-0, le Celtic abandonne le titre à son rival et 60 arrestations seront effectuées. Quelques jours plus tard, le Celtic s'inclinera de nouveau face à son grand rival en finale de coupe et Vanglos démissionnera. McCann quitte également le club en tant que président puisqu'il était convenu qu'il quitte le club en février 1999. À son départ, il exige que ses propres responsabilités soient partagées sur 2 postes, un président, Frank O'Callaghan, et un directeur sportif exécutif, Alan MacDonald, nommé en avril.
Dès sa nomination, McDonald fait signer Kenny Dalglish comme directeur technique pour une durée de 7 ans et John Barnes comme entraîneur. Des transferts catastrophiques, la blessure grave de Larsson, un vestiaire qui se rebelle, le coach Barnes connaît des résultats exécrables et démissionne après l'élimination en coupe face au modeste Inverness Caledonian Thistle. Soutenu par son public depuis ses premières heures, ce dernier aura su répondre présent dans les moments les plus compliqués du club. Un passé historique, mais un club qui vous marque, en démontre le nombre de joueurs du Celtic devenus par la suite entraîneurs. Le successeur de Dalglish sera donc Martin O'Neill pour la saison suivante, et ce dernier obtiendra des moyens importants. Cela se confirmera en début de saison puisque les Beoys écraseront les Rangers 6-2. Portés par un Larsson tout juste sacré soulier d'or européen, les Beoys réalisent le triplé national, Coupe Championnat et Coupe de la Ligue. Ils seront également champions l'année suivante en remportant 33 de leurs 38 matchs. Henrik Larsson terminera lui avec 50 buts, toutes compétitions confondues. La saison 2002-2003 démarre sur des bases similaires, malgré une issue dramatique, puisque le Celtic s'incline en finale de la Coupe UEFA face au FC Porto d'un certain José Mourinho. Puis quelques jours plus tard, les Verts et Blancs laisseront le championnat aux Rangers pour un but de différence, malgré une dernière large victoire. En 2004, le club enchaîne de nouveau un doublé Coupe Championnat, mais doit revoir ses ambitions à la baisse, la faute à une situation financière compliquée. Par ailleurs, Larsson rejoindra le FC Barcelone en fin de contrat, après avoir inscrit 242 buts en 315 matchs. L'année suivante, le Celtic perd le championnat dans les ultimes minutes de son dernier match. Martin O'Neill annonce son départ à la fin de la saison pour raisons personnelles et sera remplacé par l'ancien Beoy, Gordon Strachan. Malgré un début de saison poussif, les hommes de Strachan parviendront à reprendre le titre de champion aux Rangers. Malgré la nécessité de réduire sa masse salariale, conduisant au départ des stars Hartson et Sutton, les coéquipiers du japonais Shunsuke Nakamura, joueur de l'année 2007, remportent le championnat 2007 et 2008 et se qualifient également pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions les mêmes années. En 2009, les Beoys perdront leur titre et Strachan quittera le club. Pour pallier le départ de Strachan, Peter Lawwell, directeur du Celtic, débauche à prix d'or l'anglais Tony Mowbray de West Bromwich Albion. Des débuts prometteurs, mais rapidement la saison va virer au cauchemar puisque dès le mois de mars, le coach sera limogé. L'Irlandais Neil Lennon arrive sur le banc, l'ancien capitaine du Celtic verra son équipe se faire battre d'1 point par les Rangers lors du championnat 2011-2012, mais remporteront la Coupe d'Écosse. Néanmoins, la saison sera marquée par un certain nombre d'incidents extrasportifs. Suspendu plusieurs matchs au cours de la saison pour des raisons disciplinaires, Lennon est visé au printemps par un colis piégé et agressé en plein match par un supporter adverse. Lors de la saison 2011-2012, le Celtic est sacré champion avec une avance record de 20 points sur les Rangers. À la suite de la relégation administrative des Rangers en 4ème division, le Celtic a désormais un boulevard devant lui pour devenir maître du football écossais. C'est donc logiquement que le Celtic terminera champion en 2013 et en 2014 avec respectivement 16 et 29 points d'avance sur Motherwell. Ronny Deila quitte le club et cède sa place au Nord-Irlandais Brendan Rodgers en provenance de Liverpool pour une saison. Lors de la 4ème journée de championnat, le Celtic s'impose 5-1 lors du Old Firm, porté par son attaquant Moussa Dembélé, auteur d'un triplé ce jour-là. Plus tard dans la saison, les hommes de Rodgers s'offriront même le luxe d'aller s'imposer 5-1 à Ibrox pour ce qui sera la plus lourde défaite des Rangers à domicile depuis 1915 et la plus cinglante contre le Celtics à Ibrox depuis 1897. Cette saison-là, le Celtic fait un parcours exceptionnel en ne perdant aucun de ses 38 matchs de championnat, une première dans l'histoire de la Scottish Premiership. 24 victoires et 4 matchs nuls, le Celtic est sacré champion avec 106 points, un total inédit en Europe. À lui tout seul, le trio Sinclair, Dembélé, Armstrong comptabilise 53 buts. Le Celtic s'offrira également le 4ème triplé de son histoire, en remportant également les 2 coupes nationales à l'issue de la saison 2016-2017. Son 100e trophée est décroché avec la victoire sur le score de 3-0 en finale de la Coupe de la Ligue face à Aberdeen. Puis une 37e Coupe d'Écosse est remportée face au même adversaire, venant ainsi parachever une saison historique pour les Hoops. À l'intersaison 2019, Rodgers quittera l'Écosse pour retourner en Angleterre et devenir le nouveau coach de Leicester. Afin de remplacer le départ de Rodgers, les dirigeants du Celtic referont appel à Neil Lennon sur le banc des Hoops. Après une défaite 1-0 face à la Lanterne Rouge Ross County, le 23 février 2021, les hommes de Lennon pointeront à 18 longueurs des Rangers. Le coach Lennon annoncera sa démission par la suite. Depuis, c'est le coach grec Postecoglou qui occupe le poste d'entraîneur avec un bilan actuel de 36 victoires pour 10 nuls et 10 défaites. Il conclura d'ailleurs l'exercice 2021-2022 avec un championnat avec 4 points d'avance sur les Rangers ainsi qu'une coupe de la Ligue.
Si le Celtic fait partie des clubs mythiques du football européen, c'est certes par son palmarès cumulant un total de 111 trophées, mais aussi par son histoire, vieillie de plus de 130 ans. Le Celtic, c'est ce genre de club historique que tout le monde connaît, que tout le monde affectionne et que tout le monde prend comme référence. Demandez à n'importe quel amateur de football et il vous citera forcément un joueur, un match, un coach qui l'a marqué. Soutenu par son public depuis ses premières heures, ce dernier aura su répondre présent dans les moments les plus compliqués du club. Un passé historique, mais un club qui vous marque, en démontre le nombre de joueurs du Celtic devenus par la suite entraîneurs de leur propre club. Le Celtic est aussi un club qui aura vu passer d'excellents joueurs, toute époque confondue. De Neil Lennon en passant par l'actuel lyonnais Moussa Dembélé, sans oublier la légende du club, le suédois Henrik Larsson. Mesdames et messieurs, c'était Enox pour le Story Foot sur le Celtic Glasgow.